Bon, bah, si tout le monde est bon, on va pouvoir enchaîner sur le dernier cours magistral de ce cycle IHM Web. Vous inquiétez pas, il y a toujours le moment où vous pourrez poser des questions. Alors, si c'est pressant, bah, vous pouvez le faire pendant la conférence. Si ça peut attendre, il y a une partie à la fin. Et puis après, on aura de toute manière toute cet après-midi et tout demain pour discuter un peu de ces sujets. Alors aujourd'hui, on va aller on va dire le plus loin possible dans, on va dire, voilà, c'est le truc le plus edgy, à la frontière de ce qu'on peut faire quand on fait du front. Alors, on n'est pas encore sur le truc en 3D avec Three.js et ce genre de truc, mais malgré tout, en termes de technologie utilisée dans ce qu'on va étudier, vous êtes, entre guillemets, au top du top. En termes de CSS et de précompilateur CSS, en termes de TypeScript, vous allez voir que là, les technos qu'on va utiliser, c'est vraiment le plus poussé dans ce qu'on peut faire en front. Alors, le thème de ce cours, c'est que le front-end, au bout d'un moment, avait lui aussi mérité quelque chose qu'il n'avait pas et qui maintenant commence à se populariser. Il y en a plusieurs maintenant des frameworks, mais à une époque, il n'y avait pas de framework pour faire une application front-end. Et donc, on va discuter de ce sujet-là en abordant le sujet d'Angular. Mais encore une fois, ça aurait pu être fait avec d'autres frameworks qui sont arrivés un peu plus tard, comme par exemple Next.js et ce genre de choses. Du coup, hop, au niveau de ce qu'on va voir, on va évidemment, encore une fois, refaire un point sur le contexte de ce qu'est une application front, qu'est-ce que c'est qu'une SPA, parce que j'ai pris, pour toute cette semaine, vous vous rappelez, pour tout ce cycle, j'ai pris le prisme de la single page application, puisque c'est la chose la plus hardcore, on va dire, quand on fait du front. Je vais vous parler de la guerre des librairies qui a eu lieu entre 2009 et 2014, et qui a été gagnée, de toute façon, et je vais vous parler, du coup, ensuite, de la défaite de la librairie AngularJS qui a amené à l'émergence du framework Angular. Alors là, vraiment, là, il y a de quoi discuter, parce que là, pour le coup, Google s'est fait plaisir. Il nous a fourni un framework vraiment complet pour travailler sur toutes les problématiques du front. Alors tout d'abord, je rappelle les piliers d'une single page application, c'est-à-dire une application qui ne fonctionne que sur une seule page web, mais qui donne l'illusion à l'utilisateur qu'il a plusieurs pages web, qu'il peut naviguer, etc. Le tout avec une excellente réactivité, avec une belle interactivité, c'est-à-dire sans rechargement de page. Eh bien, si on a envie de construire cette chose-là, ce qu'on s'est évertué à faire pendant toute la semaine, tout d'abord sans aucune librairie, juste avec JavaScript, puis en constatant des limites de simplement JavaScript avec React, et là, sur un autre point de vue, sur une autre façon de faire, avec carrément le framework Angular pour le TP qui va suivre. Donc les piliers de ce genre d'application, c'est évidemment, la gestion visuelle, afficher des choses, supprimer des choses, tenir compte des interactions de l'utilisateur pour mettre en œuvre ce qu'il faut au niveau visuel. Deuxièmement, la gestion du routing, toujours très important. Si je veux faire croire aux utilisateurs que je peux naviguer sur mon application, il faut que je puisse savoir tenir compte des URL et que j'affiche un contenu qui corresponde aux URL. Donc ça, et le tout sans rechargement de page. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. On l'a fait en JavaScript, on l'a fait avec React. On va voir ici comment est-ce qu'un framework comme Angular nous permet de gérer ça aussi. Et enfin, bien sûr, le troisième pilier, c'est la communication avec le back-end. Et alors, ce qu'on avait constaté, avant que je passe à la suite, c'est que, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ce sont des librairies UI qui vont nous aider à gérer cette partie-là, tout à gauche là-bas, l'interface. Elles ne nous aident pas pour le routing, elles ne nous aident pas pour la communication avec le back-end. Elles sont très ciblées. Elles disent, nous, voilà, on va t'aider sur cette partie-là. Alors vous me direz, jQuery nous aidait quand même avec la communication avec le back-end, puisqu'il nous donnait une fonction qui permettait de faire des appels HTTP et puis de dire quoi faire quand ils auront réussi ou quand ils auront foiré. De la même façon que vous allez pouvoir me dire, ouais, mais React, même si React lui-même ne t'aidait pas sur la gestion du routing, malgré tout, il y avait une librairie tierce qui s'appelait React Router qui va venir intégrer la gestion du routing dans ton application React. Oui, mais du coup, c'est pas le but de la librairie elle-même, React. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que à chaque fois, les librairies vont se concentrer sur une tâche et vont faire en sorte qu'on ait vraiment la meilleure expérience possible sur cette tâche-là. Alors, vu l'émergence dans les années 2000 de ces single-page applications, de cette contrainte nouvelle qu'on a eue de dire venez, on crée des applications front hyper riches, hyper réactives, forcément, les langages, les librairies, donc JS a dû évoluer, les librairies JavaScript ont dû évoluer, le CSS lui-même a évolué, le HTML lui-même a évolué, et les navigateurs, c'est-à-dire les fonctionnalités que les navigateurs nous permettaient d'utiliser,
eux aussi ont évolué. Et dans cette évolution, il y a eu plusieurs points clés, notamment en 2006, ça j'en ai déjà parlé lors du cours magistral sur l'apport des librairies UI en JavaScript. En 2006 est sorti jQuery, qui du coup était une très très belle librairie qui nous a encore une fois aidé à amener ce concept de single page application en JavaScript. Ça nous a aidé comment? Rappelez-vous, ça nous a aidé non seulement parce que ça nous donnait beaucoup plus de simplicité dans la gestion du DOM, donc la gestion des éléments, l'écoute des événements, des interactions des utilisateurs, la possibilité d'écrire beaucoup plus proprement et de façon beaucoup plus courte un certain nombre de choses, mais surtout, ça nous a aidé dans ce moment des années 2000 où on avait besoin d'uniformité. Parce qu'on avait ce problème des différents navigateurs qui n'avaient pas implémenté le JavaScript de la même façon, qui n'avaient pas les mêmes API partout de la même façon exactement, et qui était vraiment un enfer pour les développeurs qui devaient parfois prévoir des jours de budget supplémentaires sur un projet pour s'assurer que le code JavaScript qui avait été produit serait consistant, serait cohérent entre tous les navigateurs. Alors, cette librairie, elle est sympa, elle est très très bien, c'était une vraie révolution à l'époque. Maintenant, est-ce qu'elle a véritablement fini de nous aider à faire des single page applications? Absolument pas, parce qu'on a constaté que même avec cette librairie, sur une grosse application qui a beaucoup de données, beaucoup d'interactions, on finit toujours par arriver sur du code spaghetti. En fait, on n'est pas sur la bonne vision de comment coder une SPA, de comment coder notre interface de single page application, même en utilisant jQuery qui était pourtant une petite bombe. Du coup, on l'a vu, dans les années qui ont suivi, des librairies sont venues nous dire, attendez, changez votre façon de penser. On l'a vu dans le cours magistral sur les librairies UI, et notamment quand on a commencé à voir React, on a vu que votre façon de penser n'est pas la bonne. Pensez votre interface sous la forme d'un composant, sous la forme d'arbre d'éléments. Ne vous occupez pas d'aller mettre à jour la page HTML vous-même. On va le faire pour vous. Pensez votre interface d'une façon différente, comme une sorte de machine à état, et nous prendrons le relais, nous, librairies, que ce soit React ou plus dernièrement Vue, nous prendrons le relais par rapport à ça. Alors la toute première librairie, bon, c'est pas vrai parce qu'il y avait des petits projets indépendants qui avaient eu lieu avant, comme Ember, comme Backbone, qui vraiment essayaient aussi de prendre le pas pour nous aider encore plus à faire des single page applications, mais la première, on va dire, librairie d'envergure qui est arrivée pour dire jQuery n'est pas suffisant, pour faire une application complexe, vous avez besoin de plus, c'est AngularJS. Alors en 2009, Google travaille sur AngularJS, je sais plus exactement à quel moment ils le mettent à disposition du public en open source, mais on est sur une librairie qui quand même vient nous dire, nous, on va vraiment vous aider sur tous les aspects de la SPA, enfin en tout cas sur les fameux 3 piliers, c'est-à-dire que non seulement on va vous aider à faire du DOM, mais on va aussi vous aider à faire des appels HTTP. Alors ils aident pas encore sur le routing, même s'il y a des petits projets tiers qui sortent là-dessus pour nous aider sur le routing, mais grosso modo, nous on va vous aider sur la gestion du DOM et la gestion des appels HTTP, on va uniformiser un peu tout ça, et surtout on va vous donner un système, alors eux, ils ont pas une vision composant, ils ont une vision un peu bizarre. On a l'impression, même si j'ai pas vraiment, moi j'ai pas vraiment travaillé avec cette technologie, mais on a l'impression qu'il y avait dans l'idée de dire, on va attirer les développeurs back-end sur le front en mettant en œuvre une librairie qui est un peu basée sur le pattern MVC. Et bon, faut le dire, c'était sympa, mais ça a pas non plus été incroyablement suivi par la communauté des développeurs. Alors je regarde, hop, bougez pas. Si ça coupe, vous dites-le à l'oral plutôt, parce que sinon moi là je vois, ça doit faire peut-être 10 minutes que vous m'avez dit que ça a coupé. Non, ça fait 1 minute. Mais dites-moi s'il faut que je reprenne à une slide d'avant, une slide d'après. Ok? Pour l'instant c'est stable. Ok, ça va. Et donc en fait, elle va pas prendre des masses cette librairie, même si, évidemment, vu que c'est la seule, on va dire, un peu stylée sur le marché, bien sûr tout le monde va commencer à l'utiliser. Mais vous allez comprendre tout de suite que les problèmes vont arriver. Donc, en 2013, c'est Facebook qui va sortir React. Et qu'est-ce qui va se passer? Eux, pour le coup, ils vont dire non, mais nous, les appels HTTP, tout, on s'en fout. On se concentre vraiment sur le DOM, sur l'interface. Mais par contre, attention, on vous promet que c'est stylé de chez stylé. Et sous-entendu, on vous promet que vraiment, là, vous allez trouver une nouvelle façon de voir les choses qui va vous aider véritablement à créer des applications complexes. Et ces librairies-là, React et Vue, sont toutes les deux orientées composants. Donc c'est une philosophie qui est un peu différente de la librairie AngularJS. Évidemment, quand on arrive après, c'est plus facile de faire mieux, puisqu'on a vu les limites des librairies d'avant et on peut donc essayer de proposer quelque chose d'un peu mieux foutu.
Et c'est là que les problèmes commencent pour la librairie AngularJS. Qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans une sorte de guérilla où chacun va vanter les mérites de sa librairie, bah, évidemment dans une logique un peu d'influence, et de dire Facebook qui dit utilisez notre truc, c'est très bien, Google qui dit non, utilisez plutôt notre truc, c'est encore mieux, et en fait la guerre va très rapidement être perdue. Parce que la librairie AngularJS, j'avais fait une conférence à ce sujet-là lors de l'A5Conf, vous la trouverez sur YouTube. AngularJS, c'était un truc un peu bâtard, avec des concepts très complexes. Donc une courbe d'apprentissage qui n'était pas facile, des concepts très complexes de scope, où on avait du mal à accéder aux données des états, des composants parents et tout. Enfin, c'était assez anarchique. Là où React arrivait avec une vision quand même relativement simple à prendre en main. On l'a vu lors du TP, on l'a vu lors du cours qu'on a fait du coup la veille. Et relativement simple à prendre en main et surtout élégante, quoi. Vraiment un truc élégant avec ce fameux JSX qui nous permet vraiment de visualiser un arbre d'éléments comme si c'était du HTML, d'expliquer quels éléments vont apparaître ou pas, quelles sont les interactions qui vont avoir lieu ou pas, etc., etc. Et ça de façon relativement organisée sous la forme d'un composant fonctionnel, par exemple. Donc c'était quand même très élégant. Et donc, forcément, ça met du plomb dans l'aile pour AngularJS et très rapidement, on va se rendre compte. Alors que React arrive en open source en 2013, donc ça c'est un site web, donc cette comparaison-là, c'est pas une comparaison d'aujourd'hui, d'accord? C'est une comparaison de fin 2014. Donc ça veut dire que déjà en 2014, si on regardait les téléchargements de librairies sur NPM, ou si on regardait globalement l'utilisation, là en fait je crois que c'est l'utilisation des librairies sur le web, et bien on se rendait compte que il n'y avait pas photo. Non seulement React.js avait gagné la guerre contre AngularJS, sûrement pour sa facilité d'utilisation, pour ses concepts simples et élégants, mais qu'en plus, c'est pas genre, oui, pour l'instant, ils gagnent, mais vous inquiétez pas, regardez, Angular, ça monte. Pas du tout. Angular baissé, React monté. Donc Google a vu ça très tôt, et très tôt, Google s'est dit, bon, il faut réagir. Et dans un écosystème où de toute façon, on fera pas mieux que React, on fera pas une meilleure librairie UI que React, voilà, c'est très bien, c'est très élégant, franchement, Facebook, ils ont fait un truc nickel. Donc Google se repositionne en disant, on va pas continuer à faire évoluer Angular pour que ça ressemble à du React, ça n'aurait pas de sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tapis, quoi, on va faire all-in, on va dire, on arrête Angular, c'est-à-dire on arrête AngularJS, cette fameuse librairie UI, qui, comme React ou Vue.js, ne sont là que pour nous aider sur l'interface, et on part sur un truc complètement différent. Et ça fait quelques mois, quelques années, en 2014 déjà, que Google a cette idée que de toute façon, il va falloir switcher. Et donc, dès fin 2014, on présente à la NGConf Europe, on présente du coup la nouvelle mouture de la librairie, qui ne sera plus une librairie, qui sera un framework. Ça avait fait grand bruit à l'époque. D'ailleurs, les développeurs AngularJS étaient largement dégoûtés de cette situation parce qu'ils avaient mis des années à se former à AngularJS. Et là, Google venait leur dire, de toute façon, AngularJS, laissez tomber, c'est mort. On part sur Angular. Donc, à la base, ça s'appelait Angular 2. Mais en réalité, c'est devenu maintenant Angular. Et c'est plus une librairie. C'est devenu un framework. Donc, non seulement c'est plus une librairie, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'ajouter à n'importe quel site, simplement par une balise script HTML, une balise script dans votre HTML, et hop, ça y est, vous avez votre script et vous pouvez travailler. C'est plus une librairie, c'est un framework. Ça veut dire que vous ne pouvez plus l'ajouter à un site. Vous voulez créer une application avec Angular, vous créez une application, un projet Angular dès le départ. Donc ça veut dire potentiellement des réécritures de projet pour les développeurs qui veulent rester sur Angular. Et oui, vous pouvez plus avoir un site en PHP avec une page HTML où à l'intérieur vous avez un petit composant Angular. Non. Comme on peut le faire d'ailleurs avec React ou Vue.js. Là, si vous voulez faire du Angular, ça veut dire que du début à la fin de votre projet, vous partez dans le framework Angular. Donc ça déjà, ça passe mal. Et la deuxième chose qui va très mal passer à l'époque, en tout cas en 2014, c'est qu'on nous dit, en fait Angular, c'est pas du JavaScript. Angular, c'est du TypeScript. Et ça pose un gros problème, parce qu'à l'époque, en 2014, TypeScript, c'était inconnu au bataillon. Et donc, vous allez voir qu'il y a plein d'obstacles. Encore une fois, j'en parle en détail dans une conférence que j'ai donnée à l'A5Conf. Vous pouvez chercher sur Google A5Conf Angular Lior, vous trouverez. Et du coup, vous aurez vraiment les détails sur la guerre des librairies, vous aurez le détail sur pourquoi la communauté a tourné le dos à Angular, même la nouvelle mouture, le framework, pourquoi ça a été assez difficile pour Angular d'arriver à faire son trou. Mais en tous les cas, ici, on est sur Angular 2. Et comme je le disais, Google réagit à cette guerre des librairies. AngularJS, la première version, contre React, ils ont perdu. Et donc, Google réagit très fort, peut-être trop fort, et il transforme AngularJS
en Angular. Et par contre, là, pour le coup, c'était la bonne idée. Parce que qu'est-ce qui manquait à tous les développeurs front que les développeurs back-end avaient depuis des années? Si vous faisiez du Java, du PHP, n'importe quelle technologie back-end, mais vous aviez des frameworks. Vous travailliez constamment dans des frameworks. C'est-à-dire que dès les années 2000, les développeurs Java, bah, ils travaillent sur Spring, ils travaillent sur Struts, ils travaillent voilà sur un certain nombre de frameworks. Les développeurs PHP, ils travaillent sous Zend, ils travaillent sous Symfony. Ensuite, un peu plus tard sur Laravel, mais bref, ils ont du Cake PHP, ils ont des frameworks. Et par contre, en front, on est là à se balader avec je vais prendre telle librairie, je vais faire mon petit mix, sans vraiment d'opinion forte, sans vraiment de convention forte pour travailler. Et donc ça reste quand même un problème du monde du front. On n'a pas d'organisation, on va dire, standard pour travailler. Et c'est ce que va proposer de faire Angular 2. C'est l'idée de dire, nous, on vous propose des opinions fortes, on vous propose une convention, une organisation, et donc on vous propose finalement un framework véritable. Alors ça, c'est assez magique parce que ça va vraiment apporter pas mal de choses. Donc concernant les SPA que nous propose Angular 2, tout simplement, il nous dit, mais moi, je veux vous aider sur tout. Je suis un framework dédié au single page application. Donc il n'y a plus, je vais vous aider sur ça, mais pas sur ça. Je veux vous aider sur chaque petit bout de ce qui fait une single page application. Donc la gestion de l'interface, bien sûr, la gestion du routing, évidemment, et la gestion, la communication avec le back-end. Tout ça, vous inquiétez pas. Je vous offre des outils clés en main, je vous offre des procédures, je vous offre des conventions pour que vous puissiez faire tout ça beaucoup plus facilement. Alors, si vous voulez, les caractéristiques du framework Angular, celles qui sont vraiment frappantes, c'est l'utilisation du TypeScript. Premièrement. Alors, le TypeScript, en gros, c'est un super langage, c'est-à-dire, pas que c'est bien, mais c'est un super ensemble, un surensemble, un superset du langage JavaScript. Sous-entendu, toute instruction que vous tapez en JavaScript dans un programme en TypeScript fonctionnera. Le TypeScript comprend le JavaScript, si vous voulez, c'est-à-dire il intègre l'ensemble du JavaScript. Mais il va rajouter des notions supplémentaires. Le TypeScript va vous rajouter tout d'abord un typage fort. Qu'est-ce qui manquait au front-end, si vous voulez, pour avoir une véritable qualité logicielle? C'est le typage fort. Pourquoi? Parce que le typage fort va vous amener une détection des erreurs en amont de l'exécution, c'est-à-dire dès la compilation. On pourra se dire, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Tu nous mets une chaîne de caractères dans une variable qui est censée contenir un nombre. Tu vois bien que quelque part, ça va poser un problème, cette histoire. Et ça, on pouvait le voir dès l'écriture du code, dès la compilation du code. Et puis ensuite, du coup, on va nous amener aussi la programmation orientée objet. Donc les interfaces, les abstractions, l'encapsulation, les méthodes publiques, privées, protégées, tous ces concepts qui n'existent pas en JavaScript, mais qui vont permettre du coup de faire monter le niveau de qualité. Puisqu'évidemment, si je peux commencer à créer des interfaces ou des classes abstraites, je peux commencer à avoir des librairies qui soient vraiment génériques, je peux commencer à faire de l'inversion de dépendance, je peux commencer à faire des principes solides, toutes choses que vous avez dû apprendre par ailleurs, parce que vous êtes en master ici, donc j'espère que c'est des concepts qui vous parlent, et donc je vais pouvoir commencer vraiment à faire là des logiciels, entre guillemets, de qualité, où je vais pouvoir appliquer des design patterns qu'on connaît déjà depuis les années 90, avec justement le Gang of Four qui ont créé le concept de design pattern avec les 23 design patterns, etc. Donc là, vraiment, Google nous dit, on a tout ce qu'il faut pour amener la qualité qu'on a dans le back, mais dans le front. Alors, TypeScript, attention, il y a un seul problème, c'est que les navigateurs ne le comprennent pas. Ce qui veut dire que si vous voulez faire du TypeScript, il va falloir passer par une phase de ce qu'on appelle une compilation, mais c'est pas une compilation, le véritable nom c'est une transpilation, on appelle ça du transpiling, c'est-à-dire qu'on va traduire le code de TypeScript en du code JavaScript de telle sorte que une fois sur le navigateur soit pas perdu, exactement comme on l'a fait avec le JSX d'ailleurs, avec le JSX qu'on avait sur React, qui était incompréhensible pour un navigateur. Vous vous rappelez, on a utilisé Babel. On a utilisé Babel exactement pour le JSX. Pour le TypeScript, on n'utilise pas Babel, on utilise le compilateur que Microsoft du coup a créé, qui s'appelle le compilateur TypeScript, le TypeScript Compiler. C'est une commande qui s'appelle TSC que vous lancez dans votre terminal, vous lui filez en entrée un fichier TypeScript et il vous ressort directement un fichier JavaScript. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, il faudra bien compiler nos codes TypeScript de telle sorte que sur le navigateur, on livre du JavaScript. Autre chose, Angular reprend la vision de React, puisque c'est une vision qui est élégante, c'est une vision qui marche bien, c'est une vision intéressante, c'est la vision en termes de composants. On le verra dans un slide d'après. Donc ce sont des briques autonomes qui vont gérer, comme dans React, le rendu d'une fonctionnalité, donc le visuel d'une fonctionnalité,
les données de cette fonctionnalité, donc l'état de cette fonctionnalité, et enfin les traitements nécessaires, les interactions avec l'utilisateur de cette fonctionnalité-là. Donc on va voir notre page comme un ensemble de fonctionnalités, et chacune de ces fonctionnalités, on va pouvoir vraiment la définir comme des données, un visuel et des interactions. Ensuite, et là c'est vraiment le point clé, en tout cas moi c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Angular, c'est le concept d'injection de dépendance tel qu'on l'a de toute manière hein, dans les différents frameworks back-end. Encore une fois, le projet de Google c'était de dire pourquoi il n'y a que les développeuses et les développeurs back-end qui ont des trucs trop méchants et les gens en front-end ils sont en galère. Pourquoi il n'y a que ça? Nous on va amener au front-end la qualité logicielle et notamment les patterns, hein, les principes qui préside à ce que on ait du code de qualité en back-end, on va avoir la même chose en front-end. Et notamment, on a un système d'injecteur de dépendance qui sera capable de fournir des services à la demande à nos différents outils, à nos différents composants qu'on va créer. Et donc, on va pouvoir du coup centraliser des logiques, refactoriser facilement des logiques avec un pattern de type service, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des services qui vont centraliser des logiques et on va pouvoir demander des instances de ces services directement auprès des injecteurs. Et en fait, on va véritablement avoir ici un système d'injection de dépendance. Alors, si jamais vous êtes en galère sur l'injection de dépendance, vous pouvez aussi aller voir, quand vous avez le temps, une conférence que j'ai fait pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'injection de dépendance et qu'est-ce que c'est qu'un conteneur d'injection de dépendance. Vous cherchez Lior injection de dépendance sur Google et vous trouverez. Donc du coup, encore une fois, petit rappel, une application web, quand on la crée avec Angular, tout comme quand on la crée avec Vue.js ou avec React.js, en fait, on la voit comme un ensemble de composants. Donc je reprends exactement les mêmes schémas que dans la conférence sur React. On voit tout simplement des composants, et tous ces composants sont, si vous voulez, contenus dans un composant global qu'on appelle le composant app. Alors ça, c'est plutôt, non, c'est plutôt en React, mais c'est pas vrai, puisque dans Angular, c'est aussi le app component, mais souvent aussi, alors, même si ça s'appelle le composant app, quand on en parle dans les équipes, on parle du composant shell, la coquille, c'est-à-dire vraiment ce qui enveloppe toute notre application. Un composant qui est essentiel puisque c'est lui qui va expliquer à quoi ressemble l'application et c'est lui qui va contenir notamment, si jamais on en a besoin, des états globaux qui doivent être partagés entre les différents composants enfants. C'est aussi là-dedans que ça peut se gérer. Alors, justement, je parle d'un composant. Qu'est-ce que c'est qu'un composant ? Angular, c'est le premier outil dont on va vous parler quand on vous parle d'Angular, ce qui n'est pas forcément pédagogiquement, j'ai envie de dire, le plus logique, mais peu importe, parce que c'est quand même un des outils finalement les plus compliqués, les plus avancés d'Angular, c'est le composant. Mais en réalité, ça vaut le coup quand même d'en parler dès le départ, parce que c'est quand même la brique principale. Un composant, c'est une partie d'affichage que je vais coder une fois, mais que je vais pouvoir réutiliser un peu partout, en l'utilisant exactement comme dans React, en l'appelant par une balise dans mon code HTML, dans mes templates HTML, en mettant une balise, un nom de balise particulier, boum, j'appelle un composant particulier. Angular va comprendre qu'il va falloir ici instancier un composant et faire en sorte que ce soit lui qui prenne le relais. Donc ça ressemble à quoi un composant? Encore une fois, on va afficher un template HTML et qui lui-même va nous permettre, va se reposer sur des données, donc un état, et va nous permettre d'interagir avec cet état. Et donc, on a toujours ce fameux flux dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire que le composant va projeter les données de l'état dans le template, puis l'utilisateur va interagir avec le template, ce qui va appeler des comportements dans le composant. Ces comportements vont mettre à jour les données de l'état, et Angular va s'occuper de, encore une fois, reprojeter par un mécanisme de détection du changement. Il va voir que l'état a changé et il va reprojeter les données dans le template. Alors, contrairement à React.js, vous n'avez pas de fonction particulière à appeler lorsque vous voulez mettre à jour l'état. C'est-à-dire qu'Angular, lui, a adopté plutôt une posture de surveillance généralisée des variables. C'est-à-dire qu'il va, pour chaque composant, vérifier toutes ses propriétés, toutes ses variables. En fait, les propriétés de votre composant, de votre classe TypeScript, vous le verrez, représentent l'état de votre composant. Et il va être capable de surveiller tout ça. Et il va être capable de faire la détection du changement. Quand une variable a changé, il va être capable de le voir et il va décider que il faut réactualiser le rendu HTML parce que là, il y a une donnée qui a changé. Le 0 est devenu un 1, donc il faut afficher 1 à la place de 0 dans le rendu. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Vous vous rappelez, le TypeScript, je vous disais, le JavaScript va projeter des données dans le template. Alors ici, vous remarquez, c'est du TypeScript. Hein. Donc, l'état et les traitements seront de la responsabilité d'une classe TypeScript.
Cette classe TypeScript, elle va être liée aussi à un template HTML. Alors, ce template HTML, là, ça peut être un fichier HTML ou alors ça peut être décrit aussi dans du TypeScript. On verra ça pendant le TP. Et du coup, le TypeScript va lui projeter les données dans le template HTML. Ensuite, s'il y a interaction dans le HTML, encore une fois, on va appeler des traitements dans la classe TypeScript. Donc, une méthode publique de la classe TypeScript va être appelée. Cette méthode, elle va travailler, elle va faire les choses, elle va potentiellement mettre à jour des données de la classe TypeScript. Et ces données seront reprojetées, encore une fois, vers le Grand Ouest, où il fait plutôt beau et où il n'y a pas trop de nuages. Voilà. Comme ça, au moins, on a fait la météo du composant. Du coup, faisons un exemple. Un composant qui sera un compteur. Alors ici, j'ai pris le pari d'une opinion. Vous voyez comment ça fonctionne un composant. C'est tout d'abord une classe TypeScript, qui contient des données, ici le count, et qui contient un comportement, ici la méthode increment, qui va incrémenter le compteur. Et vous voyez que ce qui en fait véritablement un composant aux yeux du framework Angular, c'est ce décorateur, cette annotation, comme on pourrait dire en Java, il me semble que ça s'appelle une annotation en Java, en PHP aussi, en TypeScript on appelle ça un décorateur. Eh bien en fait, c'est simplement quelque chose qui va nous permettre de donner des informations supplémentaires sur cette classe. Et les informations supplémentaires, c'est quoi? C'est notamment à quelle balise répondra, à quel élément répondra ce composant. C'est-à-dire que quand Angular va croiser dans un template HTML une balise chevron my-counter, il saura que c'est ce composant-là qui doit être appelé. Et surtout, quel est le code HTML que doit afficher ce composant? Qu'est-ce que je dois afficher dans le navigateur quand je rencontre une balise my-counter? Ben, vous devez afficher ce qu'il y a dans le template. Alors là, j'ai choisi l'opinion forte, c'est de dire que moi, le template, je vais l'écrire ici dans la classe TypeScript. Sachez qu'Angular vous donne la possibilité aussi d'extraire ce HTML pour ceux qui aiment pas mélanger. J'ai entendu plusieurs étudiants qui me disaient « moi, j'aime pas mélanger, c'est pas beau ». Et donc, il vous donne la possibilité d'extraire ce HTML dans un fichier à part. Et là, je ne l'ai pas écrit pour faire plus court sur la slide, mais vous avez aussi la possibilité de définir des styles CSS pour ce composant. Soit vous les définissez dans le TypeScript, donc ici, là, en dessous du HTML, par exemple. Soit là encore, on vous donne la possibilité de l'extraire dans un fichier CSS dédié. Donc c'est à vous de voir si vous préférez avoir 3 fichiers par composant, un TypeScript avec les données et les comportements, un HTML avec le rendu et un CSS avec le style, ou si vous préférez tout écrire dans le même fichier. Moi, c'est plutôt ma façon de faire. Comme ça, j'ai pas à naviguer entre 200 fichiers quand je regarde un composant, quand je travaille sur un composant. Alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand Angular va afficher ce composant dans votre interface, la première chose qu'il va faire, c'est la projection des données. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va dire, OK, dans le template, on a des syntaxes, une syntaxe qu'on appelle d'interpolation, qui est la syntaxe de double accolade, qui nous permet de faire référence dans le template HTML à des propriétés de ma classe TypeScript. OK? Et alors, ce qui va se produire, c'est que cette donnée va être projetée, elle va être utilisable dans le template. On va avoir, vous le voyez peut-être ici, des syntaxes qui permettent de faire de la conditionnalité, de l'affichage conditionnel, avec un attribut étoile ngIf. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout comme sur du React. Ici, la façon de faire est complètement différente. Donc ici, vous voyez qu'on va avoir de la conditionnalité possible. Et donc, du coup, on va pouvoir se servir des propriétés de la classe TypeScript pour réaliser des conditions et savoir est-ce que j'affiche quelque chose ou pas. Le bouton, par exemple, s'affiche-t-il oui, si le compte est inférieur à 10. Et vous voyez aussi que on a ici une interaction possible. Alors on la note avec cette espèce de syntaxe de nom de l'événement mise entre parenthèses qui va nous permettre de déclencher un comportement dans la classe TypeScript. Ça, c'est très intéressant. Ça va nous permettre notamment ici de dire, voilà, quand on va cliquer, je veux appeler la fonction increment. Très bien. Et la méthode increment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un count++, ce qui va mettre à jour le compteur. Et Angular va être capable automatiquement de se dire, tiens, le compteur était à 0, il est passé à 1. Et donc, automatiquement, cette politique de gestion, de détection du changement va l'amener à renouveler le HTML dans la page, mais cette fois-ci en projetant un 1 au lieu d'un 0. Et vous allez pouvoir faire ça 10 fois, jusqu'à ce qu'arrivé à 10, le bouton ici disparaisse, puisque la condition me dit que ce bouton ne doit apparaître que si le compteur est inférieur à 10. Donc voilà comment je vais gérer le visuel de mon composant, comment je vais gérer l'état, c'est-à-dire les données, le compteur ici, et comment je vais gérer aussi les interactions avec l'utilisateur et les traitements que je vais avoir envie de mettre en œuvre. Donc j'espère que c'est simple les amis, c'est bon pour vous? Enfin, jusque-là, j'imagine que c'est pas trop compliqué. Oui, c'est bon. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est voir d'autres outils que nous propose Angular. Jusque-là, vous allez me dire, non mais là, entre faire du Angular et faire du React, je vois pas vraiment la différence. Les deux ont l'air bien, tu vois, mais il n'y a pas un truc en plus. Alors, Angular, donc sans parler du fait que c'est un framework, que c'est fait en TypeScript, etc.,
surtout sans parler du fait qu'il y a énormément d'outils pour vous aider à développer, il a d'autres concepts que simplement les composants. Et je ne parle ici que de l'affichage, hein. Je parle que de l'UI, on va dire, que de l'interface utilisateur. Il a d'autres concepts que ça. Il a notamment le concept de directive. Alors, si un composant, on pourrait apparenter ça à dire, je vais créer ma propre balise, c'est-à-dire ici, je suis en train de créer un élément myCounter qui sera utilisable partout dans mon projet, dans le HTML. Dès qu'il y aura un élément my-counter, boum, j'aurai ce composant. Donc, c'est comme si j'avais créé une balise HTML. D'ailleurs, c'est le cas, hein, puisqu'en réalité, derrière, ce qui est généré, c'est ce qu'on appelle un custom element. C'est véritablement un nouvel élément HTML qui est créé là. Et donc, le composant, le but, c'est de créer un élément HTML. La directive, c'est de créer plutôt des attributs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais pas créer une balise. Je vais pouvoir, sur une balise paragraphe, sur une balise div, donc des balises HTML classiques, je vais pouvoir greffer des comportements. Qu'est-ce que c'est qu'une directive? En gros, vous allez vous dire, tiens, j'ai un comportement à différents endroits de mon application. Imaginons à différents endroits de mon application, quand je clique sur ce paragraphe-là, quand je clique sur ce paragraphe-là, quand je clique sur cette div-là, le comportement est le même. D'accord? Imaginons ça. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que plutôt que de le coder à différents endroits, vous allez pouvoir centraliser ce comportement, le rendre générique, dans une directive, qui sera représentée la plupart du temps sous la forme d'un attribut, et du coup, vous allez pouvoir coller cet attribut sur les éléments à qui vous voulez coller ce comportement. Vous allez encapsuler un comportement quelque part, vous allez le centraliser, donc le coder qu'une seule fois, ce qui est vachement bien en termes d'évolutivité, c'est-à-dire que si ce comportement doit évoluer, vous n'allez pas le modifier aux 10 endroits où vous l'avez codé, vous allez le modifier à l'endroit où vous l'avez codé dans la directive. Et cette directive, vous allez pouvoir l'appliquer, vous allez pouvoir la greffer aux différents éléments HTML de votre projet sur lesquels ce comportement doit être greffé. Donc en fait, vous créez un comportement et vous pouvez le greffer ensuite à n'importe quel élément HTML. Alors, comment ça va se passer? Cette directive, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai donné en haut. Hein. En haut, c'est l'exemple. Imaginons, vous créez une directive qui s'appelle alerte message, d'accord? Donc vous voyez, j'ai fait un attribut en haut, alerte message, un attribut qui n'existe pas en HTML. Et il y a un autre attribut qui n'existe pas en HTML, c'est message tout simplement. Donc imaginez, vous venez poser un attribut alerte message sur un lien, puis un message qui dit êtes-vous sûr? Donc là, par exemple, on a un lien vers twitter.com qui a un attribut alerte message et un attribut message qui dit êtes-vous sûr? D'accord? Eh bien, la directive que j'ai codée, elle est là. C'est une classe TypeScript, hein, c'est toujours pareil. Tous les éléments d'Angular, de toute façon, dans Angular, tout ce que vous faites, ce sont des classes. Puisqu'on est dans une logique vraiment orientée objet. Donc, vous avez une classe TypeScript ici. Et vous avez différents points très intéressants ici que vous pouvez voir. Cette classe TypeScript, vous voyez qu'elle est surmontée par un décorateur, une annotation directive, qui va dire, ce truc-là, c'est une directive. Vous voyez que cette directive répond à un sélecteur. Donc là, c'est un sélecteur CSS qui dit, tous les éléments qui ont l'attribut alerte message, je vais leur greffer une instance de cette classe. Donc le lien qui est là-haut, ayant un attribut alerte message, se verra greffer par Angular une instance de cette classe. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette classe? Elle dit, vous voyez ici, il y a un décorateur host listener. Host listener, ça veut dire, en gros, je vais écouter sur l'élément sur lequel tu me greffes, je vais écouter un événement. Et ici, c'est le clic. Et qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que cet événement va se produire, je vais appeler la méthode qui est en dessous. Ok, qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle dit, je vais te retourner ce que l'utilisateur va répondre. Alors, window.confirm, pour ceux qui savent pas, hein, c'est une fonction native du navigateur, qui d'ailleurs va être supprimée, si j'ai bien compris, par Google dans les futures versions. C'est ce qui vous fait une sorte de pop-up qui vous dit êtes-vous sûr, et vous pouvez répondre oui ou non, d'accord? Et ça répond finalement true ou false. Et donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire quand on va cliquer, eh bien, tu vas me retourner la réponse de l'utilisateur à ce message-là. Et alors, vous voyez que je vais afficher this.message. C'est quoi this.message? C'est ma propriété qui est juste là, d'accord? Et cette propriété, elle est surmontée par un décorateur qui s'appelle input, qui est très important aussi parce que ça permet de dire qu'en fait, la valeur de cette propriété sera la valeur qu'il y a dans l'attribut qui porte le même nom. Donc j'ai une propriété message, automatiquement Angular, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la remplir, cette propriété, grâce à l'input, il va comprendre que c'est la valeur qu'il y a dans la propriété message qui est là-haut. D'accord? Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, le fait d'avoir greffé alerte message fait que je vais greffer une instance de cette directive. Vous voyez qu'ici, la valeur de l'attribut message qui est là-haut va venir se mettre en place dans ma propriété message. Et vous voyez que quand je vais cliquer sur le lien, cette méthode-là va être appelée. Et donc, effectivement, ça va pouvoir
afficher un message d'alerte en disant bah, êtes-vous sûr de vouloir aller sur Twitter. En gros, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une directive. Vous avez des directives beaucoup plus poussées qui font appel à des algorithmes beaucoup plus puissants. Où vous pouvez par exemple carrément dire ben voilà, sur tous les éléments qui ont tel attribut, à chaque fois je vais me connecter à mon back-end pour poser une question précise à mon API, puis elle va me répondre, puis je vais faire certaines choses. Tout ça, c'est largement faisable. Le tout, ce que vous devez comprendre, c'est que la directive, elle est là pour encapsuler un comportement et vous permettre ensuite de le réutiliser un peu partout dans vos templates. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, encore une fois, un autre outil que va vous donner le framework Angular, toujours dans l'idée de dire, bah attention, on fait des applications vraiment énormes d'entreprise et il va falloir que notre code soit très bien rangé, très bien scalable et très réutilisable. Ben, c'est la notion de module. En gros, la notion de module, c'est quoi? Un module, c'est un ensemble, on va regrouper. C'est un ensemble cohérent de composants, de directives, de services et d'autres petites briques dont j'ai pas parlé ici dans ce cours magistral. Mais donc, le module va vous permettre de regrouper un certain nombre de fonctionnalités et toujours dans cette idée, malgré tout, d'encapsuler des fonctionnalités qui sont utiles au module, mais pas utiles à ceux qui utilisent le module, d'accord? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va avoir une sorte de notion de public et de privé. C'est-à-dire que, typiquement, un module pourra exposer aux utilisateurs qui en ont besoin des composants, des directives, des pipes, des services et toutes sortes de briques comme ça qu'ils souhaitent. Donc moi je vais créer un module par exemple où je vais dire ben voilà, moi je contiens un certain nombre de composants, un certain nombre de choses, d'accord, pour gérer toute la partie utilisateur, par exemple authentification, login, etc. Et ce que je vais faire, c'est que ce module, je vais le rendre utilisable par n'importe quel autre développeur de mon projet ou par n'importe quel autre développeur du monde en le partageant carrément en ligne. Mais par contre, dans mon module, il y a des composants qui sont destinés à être utilisés par les utilisateurs tierces, et il y a des composants qui sont des composants finalement internes, dont je ne veux pas que les autres gens les utilisent. Et donc, le module va me permettre justement d'organiser tout ça de façon assez optimisée, assez propre. Et donc, en termes de code, à quoi ça ressemble? Un module, encore une fois, dans Angular, hein, on est sur de la PO, donc ça reste une classe. Bon, vous voyez qu'elle est vide, hein, elle a pas grand-chose à l'intérieur. Par contre, ce qui va être absolument essentiel, c'est son décorateur ng-module. Au fait, je l'ai pas dit, mais dans le monde Angular, ng, ça se dit donc ng, hein, c'est une petite blague, hein, mais ng, c'est vraiment le diminutif de Angular. C'est pour ça que la conférence dédiée au framework Angular s'appelle la ng-conf, et que à peu près tout ce que vous trouverez dans le framework contient les deux lettres ng, d'accord? Et donc là, ce qu'on voit sur ce module, typiquement, c'est quoi? C'est, ok, ce module contient un login component, donc on peut imaginer un composant qui va présenter un formulaire de login, une logout directive, on peut imaginer une directive qu'on va pouvoir greffer sur n'importe quel lien dans notre projet, et quand on clique dessus, ben, ça nous logout, un update profile component, donc ça c'est la mise à jour de votre profil, et un register component. Ok. Eh ben, il se trouve que en réalité, la seule chose que je permets aux utilisateurs qui vont importer ce module, qui vont vouloir utiliser ce module, la seule chose que je leur permets d'utiliser finalement, c'est le register component. Donc ça veut dire que moi, je contiens tous ces composants et cette directive, etc. Mais finalement, si un utilisateur importe ce module dans son projet, la seule chose qu'il pourra utiliser, c'est le register component. Ok? Donc ça, c'est un peu particulier. Je pense que, de toute façon, au départ, on s'en fout un peu de la notion de module. C'est quand on commence à faire des applications un peu conséquentes qu'on va avoir envie de ranger ces fonctionnalités, de ranger les différentes choses de notre projet dans différents modules pour améliorer la réutilisabilité. Alors, enfin, il y a aussi un point très crucial dans le framework Angular, c'est qu'ils ont pris une opinion forte, là aussi. Ils se sont dit, tout ce qui est asynchrone sera géré avec des observables RxJS. Alors, Rx, c'est un acronyme pour parler de programmation réactive. Et Rx, du coup, c'est un ensemble de patterns qui sont pas du tout liés à un langage en particulier. C'est-à-dire que si vous faites du Java, vous avez une librairie RxJava. Si vous faites du PHP, vous avez une librairie RxPHP. Si vous faites du C++, du C, vous avez des librairies Rx et votre langage. RxRuby, RxPython, etc. En gros, ce sont des concepts intellectuels de gestion de flux et d'asynchrone. Et bien sûr, vous avez donc la librairie RxJS qui est extrêmement puissante, puisqu'en fait, elle va vous permettre de gérer tout ce qui est asynchrone de la même façon. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une action asynchrone? On peut la voir comme une espèce de robinet qui, à un moment ou à un autre, va lâcher une petite goutte. Et il faudra qu'on intervienne et qu'on
qu'on réagisse à cette petite goutte qui a été lâchée. Et en fait, que ce soit le clic sur un bouton, que ce soit la réponse à une requête HTTP, que ce soit même un changement d'URL en haut de la page, tout ça, ce sont des événements, d'accord? C'est plutôt une programmation événementielle. Tout ça, ce sont des événements qui vont pouvoir se produire. Et en fait, en JavaScript, la façon d'écouter ces différents événements est complètement différente. Par exemple, si vous faites du JavaScript pur, natif, eh bien, la façon d'écouter le clic sur un bouton, c'est un event listener. La façon d'écouter une URL qui change, là aussi, c'est un event listener. Par contre, la façon d'écouter la réponse qui arrive d'une requête HTTP, là, c'est une promesse. Ah, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Et puis, vous avez comme ça des différenciations entre les différents flux d'événements qui peuvent vous arriver. RxJS, c'est une librairie qui va dire, non, mais attends, tout ça, c'est la même chose, en fait. Tout ça, c'est des flux d'événements qui arrivent. Donc, on devrait être capable d'écouter tous ces trucs-là de la même façon. Et donc, en fait, on va amener une grosse uniformité au sein du framework Angular en utilisant cette librairie qui n'est pas gérée par Google. Hein. RxJS, c'est autre chose. C'est une librairie tierce, mais que Google a vraiment intégré au fond du framework Angular. Et tout ce qui est asynchrone va être géré par cette librairie. Ce qui veut dire que si vous la connaissez pas, c'est une très mauvaise nouvelle. Va falloir l'apprendre, va falloir capter comment ça marche. Et au contraire, pour tous ceux qui ont déjà utilisé RxJS, bah, ça veut dire qu'Angular, bah, ça vous posera aucun problème. Tout ce qui est événementiel, ça travaille avec la librairie RxJS. Alors, du coup, bah, je le montre ici un peu par la pratique. Bah, écouter une requête HTTP, c'est facile, hein. Bah, c'est toujours .subscribe et je recevrai le contenu et j'en ferai ce que je veux. Écouter un clic sur le bouton, bah, c'est facile. .subscribe, ça veut dire je m'inscris à cet événement, j'attends qu'il arrive et puis quand ça arrive, je fais ça. Écouter le changement d'une URL, bah, c'est facile, je m'inscris, je me subscribe encore une fois, donc on a vraiment la même API. Et alors, ce qui est encore plus puissant, mais j'en parle pas ici dans mes slides, c'est que RxJS va nous proposer, et c'est là vraiment la puissance, non seulement c'est l'uniformité du fait de s'inscrire à tous ces divers événements de la même façon, mais c'est surtout l'offre que nous fait RxJS de nous donner des opérateurs de transformation, de filtrage et de création sur ces événements-là qui sont excellents, qui sont vraiment incroyablement riches. Et donc, j'espère que vraiment, c'est quelque chose qui va vous intéresser, notamment pour vous en Master 2, parce que vous faites du Java, vous faites ce genre de langage. Sachez que ces concepts, d'ailleurs, je crois que dans Java, ça fait quelques années maintenant qu'on a une espèce de concept de stream. Il me semble que ça joue un peu là-dessus. Et mais voilà, vraiment, si ça se trouve, j'ai dit une énorme connerie, j'en sais rien, ça fait depuis 2009 que j'ai pas touché à du Java. Mais ce que je veux dire, c'est que cette librairie RxJS, elle est portée en Java aussi. Elle est portée en Python, elle est portée en Ruby, peu importe le langage que vous utilisez. Si ça vous plaît, bah, je vous encourage vraiment à l'utiliser de plus en plus, à vous former dessus et pourquoi pas l'utiliser au sein de vos autres projets. Donc Angular, c'est encore une fois un framework, ça veut dire que c'est livré toute option. Vous avez... attendez une seconde. Hop. Pour pas être dérangé. Donc vous avez tout d'abord une CLI donc qui s'appelle ng, donc ça c'est une ligne de commande, une interface en ligne de commande qui va vous permettre de vous aider pendant tout le développement de votre projet, donc à créer un projet Angular, à créer un composant, à créer une directive, à créer un service, à faire des tests, bref, ça va vous aider à créer à scaffolder plein de fichiers. Vous avez la notion d'injecteur de dépendance qui est hyper importante parce que vous allez voir que ça va vous permettre de vous faire injecter par le framework dans n'importe quelle classe, dans son constructeur, vous pourrez vous faire injecter des instances de services. Donc pour les utiliser, donc ça va vous permettre de centraliser du code dans des services, puis dans plein de composants de pouvoir utiliser ces services-là. Vous avez tout de suite dans Angular, alors évidemment il faut importer un module particulier, mais je veux dire il n'y a rien à télécharger en plus, il faut juste l'importer. Vous avez la gestion des formulaires avec des validations, etc. Tout ça il y a des procédures qui vous sont proposées pour dire ben voilà, un formulaire ça se gère comme ça, t'emmerdes pas à essayer d'imaginer je sais pas quoi, tu vas le gérer comme ça. Il y a l'utilisation des observables RxJS dont je vous ai parlé. Il y a un système de pipe dans les templates pour pouvoir centraliser des logiques de formatage. Je dis une bêtise. Imaginez que vous fassiez une application qui traite des prix, d'accord, de montants en euros, en dollars, peu importe. Et vous vous rendez compte que systématiquement, votre API vous renvoie des montants en centimes. Et donc, pour les présenter, vous allez non seulement les diviser par 100 pour les avoir en euros, mais en plus, vous allez vouloir les formater parce que vous voulez pas écrire, par exemple, 12.5, vous voulez écrire 12,5, d'accord? Vous voulez un espace avec un euro derrière. Vous n'allez pas partout dans vos templates faire la division par 100, puis reformater. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une logique dans une classe particulière qu'on appelle un pipe qui va dire, bah écoute, voilà, toi, tu vas recevoir un prix qui est 1200, non, c'est pas 1205, c'est 1250. Ce que tu dois me ressortir de ça, c'est une chaîne de caractères qui est 12,5 espace euro.
Et du coup, vous allez pouvoir réutiliser cette logique-là dans tous vos templates HTML. À chaque fois que vous voulez afficher un prix, ben, vous pourrez dire j'affiche ce prix, mais en plus, je le formate avec le pipe que j'ai créé qui s'appelle le pipe montant. J'espère que c'est relativement clair encore une fois pour tout le monde. Hop. Ça coupe toujours pas, on est d'accord tout le monde, c'est bon? Et c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est Ça bon. coupe pas. D'accord, C'est mais ça bon. veut dire qu'il y a eu un moment quand même où ça a beaucoup coupé. Oui, et même c'était en décalé entre la voix et l'image. Bon, c'est Mais pas... maintenant, c'est clair. D'accord, très bien, c'est pas la mort, vous inquiétez pas, de toute façon c'est bientôt terminé. Bien sûr, Angular. Bien sûr, Angular va vous donner la possibilité de gérer le routing, d'accord, les routes. Il va vous donner tout un cadre de travail pour travailler sur le routing. Angular va vous offrir aussi un client HTTP, donc intégré pour faire des requêtes HTTP proprement, le tout en vous renvoyant des observables RxJS, donc avec toute la puissance de la librairie RxJS. Et enfin, alors le client HTTP, il est vraiment pas dégueulasse en plus, hein, parce que je veux dire, il est super simple à utiliser. Il est générique, ça veut dire que vous verrez que dans TypeScript, il y a la notion de générique, donc vous pouvez préciser le type de retour que vous attendez. Et enfin, et non des moindres quand même, il vous fournit d'emblée des utilitaires de test dédiés pour Angular. Alors bien sûr, ça repose sur des librairies de test hyper connues, qu'on a déjà utilisées, notamment l'API des expectations, qu'on a utilisé avec Jest. Bon là, c'est pas Jest, c'est Jasmine, mais je veux dire qu'on n'est pas perdu, d'accord? Ça reste des tests front-end classiques, mais on vous offre des classes, des services, des outils pour vous faciliter encore plus la vie. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'encore une fois, le but de Google, c'est quoi? C'est amener les bonnes pratiques qu'on a depuis des décennies dans le back-end, mais cette fois-ci de les amener dans le front-end, pour arriver sur de la qualité, vraiment de la qualité de code, d'avoir des applications qui soient maintenables, testables, qualitatives. Du coup, j'en ai fini. Je vous remercie énormément encore une fois pour votre attention pendant ce cours. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Alors bien sûr, si je sais pas y répondre, je vous le dis, je sais pas y répondre. Est-ce qu'on a des questions, les amis? Je vais quand même mettre le chat. Vous êtes pas très questions, vous, hein? Non, on est plus réponse. Vous êtes plus réponse. Parce que tout est très clair. Mais je me suis rendu compte que sur, En vrai, c'était clair, en sur les deux premiers cours magistraux, il n'y avait pas eu de questions. Enfin, si, il y a eu une question à un moment donné sur l'event loop, voilà, l'asynchrone, le bloquant et pas le bloquant, mais ça a pas été, vous avez pas été très loquace. C'est parce que, en fait, je pense, si on avait eu des questions, je pense qu'on les aurait posées au fur et à mesure. Parce que si on comprend pas, ça peut gêner la progression. D'accord, donc je sous-entends que c'était relativement clair. On va voir si vous faites autant les malins lors du TP. Très clair. On va voir si vous faites toujours autant les malins lors du TP. Le TP se trouve, comme pour les autres, sur bit.ly/tp-angular. Encore une fois, c'est une déclinaison du même TP qu'on a fait en JavaScript et en React, mais cette fois-ci avec Angular pour que vraiment vous voyez le même sujet, les mêmes fonctionnalités, mais que vous les embrassiez avec des technologies différentes pour vraiment comprendre la différence de conception, la différence de vision entre le vanilla d'un côté, React de l'autre et enfin Angular dès maintenant. Donc je vous encourage à vous rendre sur l'URL et ça sera exactement la même chose.